Aujourd'hui, nous recevons, je suis très heureuse de recevoir Jonas Ben Hamed pour le film A Good Man, que nous présentons dans le cadre des rencontres des cinémas d'Europe. C'est un film que moi j'ai découvert il y a déjà 1 an parce qu'il était censé sortir il y a 1 an et enfin, voilà, il est sorti mercredi 10 novembre. Et c'est un film particulier, je pense, dans la filmographie de Marika Simon-Souchard, qui s'excuse parce qu'elle devait être à tes côtés et qui malheureusement, je crois, accompagne beaucoup le film et c'est un peu compliqué, c'est ça ? C'est ça, ouais, elle est à la fois en montage du prochain film et en promo de celui-ci, donc clairement ça a été compliqué de tout gérer au niveau d'emploi du temps, donc c'était mieux, je pense, ainsi que je vienne seul cette fois-ci. En tout cas, nous sommes très très heureux de t'accueillir à la fois à la radio et puis au cinéma pour la présentation de A Good Man. Alors, c'est un film qui, pour toi, c'est un premier film de cinéma, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé sur ce projet de film ? Alors, tout simplement par un appel de Marie Casti, un jour, un matin. On se connaissait pas, mais je reçois un appel qui me dit qu'elle aimerait beaucoup me rencontrer. Sauf que je lui dis, moi je suis de Lyon. Mm-hmm. Elle me dit que c'est pas un problème, donc elle est descendue à Lyon quelques jours après pour me rencontrer. On n'avait que 2 petites heures et au final, la première heure et demie, on a parlé de nos vies. On a échangé très naturellement, comme si on se connaissait depuis très longtemps. Et c'est au bout d'1 heure et demie que je lui dis, écoute, il te reste une demi-heure, j'imagine que t'es pas venu pour qu'on se raconte nos vies. Et elle me dit, en effet, j'ai un projet à te proposer, un personnage. Donc elle me parle un peu de Goodman, elle me parle de Benjamin. Mais elle me parle aussi d'Antoine, le grand frère de Benjamin, car elle voyait que jouer des personnages trans, ne jouer que ça m'intéresse pas. Parce qu'après Plus belle la vie, donc mon premier rôle à la télé, qui était un personnage trans, on m'a proposé que des personnages trans, ou des personnages arabes, dealers de résine de cannabis en bas des tours des quartiers nord de Marseille. Donc très stigmatisant, hein, mais justement, elle m'a dit, moi je veux un peu plus que ça, donc pour quel personnage tu aimerais auditionner ? Est-ce que tu veux auditionner pour le personnage trans de Benjamin, ou le personnage qui ne l'est pas, le grand frère de Benjamin ? Et je lui dis que j'étais acteur, et que pour moi je voulais juste jouer, que trans n'était pas mon métier, donc je pense que le mieux c'était justement de passer une audition pour les deux et de voir dans lequel j'étais, dans le rôle pour lequel j'étais le mieux, quoi. Et au final, du coup, je passe l'audition pour les deux. Et au final, elle t'a laissé quand même le choix de faire les deux, de faire les essais pour les 2 rôles. Mais je pense que c'était même le mieux, parce que c'est ça aussi d'être acteur, c'est passer des auditions et voir, que ça soit ton physique ou ton jeu, pour quel personnage il serait le mieux, en fait. Quel personnage tu vas servir le mieux avec ce que tu as. Et à l'issue du coup de ces 2 auditions, je me suis vu entendre dire que j'avais clairement un manque d'expérience pour jouer un personnage principal comme Benjamin, mais aussi que j'étais clairement trop jeune pour jouer le grand frère de Benjamin. Donc à ce moment-là, je me suis dit que j'avais raté ma vie, ma plus grosse audition. Tu t'es dit, je vais pas faire le film, en fait, c'est ça ? Mais clairement, j'étais déprimé, désespéré, et au final, elle me dit que qu'elle a eu un gros coup de cœur pour moi, qu'elle travaillait en famille dans le cinéma, qu'elle avait sa famille de cinéma, et elle m'a proposé d'écrire un petit rôle avec lequel je me ferai des armes, parce qu'en effet je n'ai pas d'expérience, mais si personne m'en donne, comment je fais pour en avoir ? On en revient toujours au même sujet dans n'importe quel travail, d'ailleurs. Et donc elle m'a dit, moi je vais t'en donner de l'expérience, donc avec ce petit rôle de Neil que je vais écrire, quelque chose de petit, mais qui te permettra de faire des premiers pas, et si tu le veux bien, on continuera ensemble dans un prochain film avec un personnage un peu plus important, et etc. Jusqu'à arriver un jour, je l'espère, à un personnage principal. Et ça, c'était du coup il y a bientôt 3 ans. Et je peux vous dire qu'elle a tenu sa promesse, parce que cet été, du coup, j'ai tourné avec elle mon second long métrage, Divertimento, qui sortira vraiment pas tout de suite, mais clairement ça a été une très belle expérience de second long métrage, et le rôle est un peu plus conséquent. J'ai dû apprendre la flûte traversière pour ce rôle. Ah oui, d'accord. Ça, c'est les petits enjeux des rôles. Mais c'est aussi ça qui nous plaît, je pense, en tant qu'acteur. C'est un métier qui nous permet de faire plein de métiers, et je trouve ça chouette. Ouais, c'est ça, de découvrir plein de choses. Et oui, il faut souhaiter, parce que finalement, alors c'est Noémie Merlan qui interprète le rôle principal.
Et elle est très fidèle à ses actrices et à ses acteurs, puisqu'elle a commencé, Noémie Merlan aussi a commencé à ses côtés, et finalement elle a joué dans tous les films de Marie Castille Mention Char. C'était le 4e film dans lequel elle tournait avec Marie Castille. Donc ça veut dire que tu as du travail pour plusieurs années peut-être avec Marie Castille. Non mais c'est vrai, je trouve que c'est chouette comme rapport aux acteurs et aux actrices. Cette fidélité, c'est important. C'est au-delà de la fidélité, je pense que c'est l'amitié qui fait que... La confiance. Moi, personnellement, je vais travailler mieux avec quelqu'un que j'aime, parce que je vais pas travailler mon rôle à être le meilleur, mais je vais vouloir être à la hauteur de ce qu'on attend de moi, et quand c'est quelqu'un que t'aimes, t'iras toujours à la hauteur de ce qu'on attend. Donc clairement, moi, c'est un plus que d'aimer la personne pour qui je tourne. Et en plus de ça, clairement, j'ai reçu le plus beau des messages, je pense, pour un acteur à la fin de mon second long métrage, c'est Jamais 203. Voilà, donc le rendez-vous est pris. J'espère. Alors, tu as commencé par du théâtre. Tu as fait du théâtre. Ça, c'était vraiment ton envie. Mais tu as décroché après un petit peu. Alors, le théâtre, j'ai très vite compris que c'était par ça qu'on passait pour devenir acteur, donc acteur de cinéma. Donc, j'ai fait du théâtre. J'avoue pas avec gaieté de cœur pour autant, parce que c'est être sur des planches devant un public, c'est pas trop mon truc à moi. Je préfère vraiment être devant la caméra et loin du public. Le rencontrer, le public là comme ça, oui, mais en jouant, c'est autre chose. Ah oui, c'est sûr. C'est clairement, et puis même, vous voyez, je suis quelqu'un de plutôt discret, qui parle pas vraiment fort et pas trop exubérant. Donc le théâtre, c'était une épreuve assez complexe pour moi. Plus comme une épreuve que par... ça t'a quand même aidé, j'imagine, parce que ça déclenche... Ça aide, mais je me suis aussi rendu compte sur Goodman que ça m'a desservi, parce que on ne joue pas de la même façon au théâtre qu'au cinéma, et que j'ai encore du mal à me détacher des apprentissages que j'ai eus de toutes ces années théâtrales. Ouais. Tout à fait, c'est compliqué de s'en détacher, de comprendre qu'il y a un autre jeu, et surtout de comment accéder à ce jeu tout le temps, quoi, et pas avoir les relents du passé théâtral qui reviennent devant la caméra. Donc ce parcours, c'est ça, tu commences un peu à faire du théâtre, et puis... La comédie musicale aussi, à un moment donné. D'accord. Ah oui. Ouais, j'ai fait de mes 8 ans à mes 15 ans du théâtre en troupe amateur, et ensuite de mes 15 à 18 dans une comédie musicale. Et arrivé à 18 ans, comme je préparais mon coming out, je savais que en tant que personne trans, ça allait être compliqué de trouver du travail tout court, alors encore plus dans le cinéma, mais que même si j'arrivais à cacher ma transidentité, on finit toujours par savoir tout se sait, ça je le sais. Les journalistes finissent toujours par savoir ce qu'ils ont envie de savoir, et je savais que ça allait être su un jour. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'abandonner un peu mon rêve, et au final, c'est lui qui m'a rattrapé 8 ans plus tard. Bon, ça c'est plutôt bien. On va parler un petit peu de ton rôle dans le film, et peut-être si tu as envie de parler un peu plus du film de Marie Castille, parce que ce que je trouve vraiment fort dans ce film, c'est qu'effectivement il y a la question de la transidentité. Et je suppose bien sûr que toi tu y es sensible. On lui a reproché donc d'avoir mis une actrice, donc Noémie Merlan, sur ce premier rôle, mais tu l'as expliqué. Je pense qu'elle a rencontré, comme toi, elle a discuté avec toi sur le fait que ce premier rôle, il faut l'assumer. Enfin, je veux dire, c'est pas le fait d'assumer de jouer ce rôle-là, c'est qu'il fallait quelqu'un qui avait de l'expérience. De la stature. C'est ça. Donc, je sais pas, après, je pense pas que ce soit un reproche à lui faire très longtemps, parce que... je sais pas ce que tu penses par rapport à ça, toi. Je vais te donner un exemple tout concret, en fait. Il y a 2 jours, j'étais du coup en avant-première, où il y a un jeune homme qui a dit pourquoi vous avez pas pris Jonas dans le personnage principal. On me demande à moi mon avis si j'avais envie de jouer Benjamin. Non, on me demande pas. Et clairement, il y a des scènes où je l'aurais fait parce que c'est mon travail, mais clairement, je pense que j'en aurais pâti pendant pas mal de temps de jouer certaines scènes. Et au-delà de moi et de mon vécu et du fait que je n'aurais pas pu jouer certaines scènes, il y a aussi l'expérience, en effet, on en revient. Et Benjamin est un personnage qui ne parle pas. Moi, tu m'enlèves les mots, je suis plus rien. Et clairement, Noémie, c'est ce genre d'interprète qui, avec ou sans mots, voilà, le personnage, il est là, et
il est crédible et il n'y a aucun doute. On ne voit pas Noémie, on voit Benjamin. Et ça, clairement, on n'aurait pas vu Benjamin avec moi, on aurait vu Jonas. Et ça, c'est ça la force d'un acteur, c'est que Noémie arrive à se faire oublier et à laisser totalement place à Benjamin. Et je peux comprendre le reproche parce que clairement la communauté trans, mais les minorités quelles qu'elles soient, elles ont du mal à avoir accès à l'emploi, quel qu'il soit, dans le cinéma ou dans d'autres domaines. C'est de ce côté-là qu'on reproche en fait. C'est ça. Mais à ces personnes-là, j'ai envie de leur dire, oui en effet, l'accès à l'emploi quel qu'il soit, mais on ne devrait pas nous appeler juste pour des personnages trans. Ça me ferait chier, comme je disais tout à l'heure à ma meilleure amie, que j'obtienne un rôle juste parce que je suis trans et pas parce que je suis bon dans ce rôle. C'est pas un métier en fait que d'être trans. Moi c'est comme ça que je le pense. Moi je suis acteur et ça m'énerve qu'on dise d'ailleurs acteur trans parce que trans étant un adjectif qualificatif, ça voudrait dire qui qualifie trans. Donc acteur trans est un métier à part entière. C'est pas le cas. Trans c'est mon vécu, c'est pas mon métier et ça me ferait chier qu'on m'appelle. Et d'ailleurs ça a déjà été le cas, on m'a appelé que pour des personnages trans. Je les ai refusés. Ça a été dur parce que c'est s'enlever du pain de la bouche, mais je pense que c'était le bon choix à faire, en tout cas pour moi, mon point de vue dans ma carrière. Et oui, trans n'est pas mon métier, et donc le meilleur moyen de le montrer, c'est de refuser ces rôles-là. Et voilà, jusqu'à arriver à une cinéaste comme Marie Castille qui voit de là des choses. Qui là te donne un rôle de cisgenre, enfin voilà. C'est ça, un rôle point. Sans parler de ma transidentité ou de mon identité culturelle. Et ça, c'est la première qui a vu autre chose, quoi. Que ce soit mon identité de genre ou mon identité culturelle. D'ailleurs, comme je vous ai dit, on m'a proposé des rôles d'arabe, dealer de shit, quoi. Donc c'est assez triste de se dire que voilà, c'est mon métier, c'est ça. Fiché ou catalogué stigmatisé, c'est ça. Et de se dire, je ne peux jouer que ça, visiblement. Alors trans, oui, je le suis. Dealer de résine de cannabis, non. Je n'ai pas testé encore. Non, en plus, j'ai pas grandi dans des tours, donc j'ai trouvé ça très, très tendancieux. Mais voilà, c'est aussi Robert De Niro qui disait qu'un acteur ne se juge pas à la hauteur de son talent, mais au choix qu'il fait. Et je pense que c'est une phrase qui ne me quitte jamais dans les choix que je fais au niveau de mes personnages. Mais tu as bien raison. Alors, on a parlé évidemment de la transidentité parce que c'est le sujet, mais ça n'est pas que le sujet, c'est une question... Non, mais c'est la forme. C'est la forme, ouais. Voilà. Le fond et la parentalité. Ouais, exactement. Et que justement, l'idée de Marie Castille, mention char, c'est de ne peut-être plus genré, parce qu'en fait là ce qui est fort dans le film, c'est que c'est une histoire d'amour et que c'est une histoire d'enfant, d'envie d'enfant, et qu'on soit homme ou qu'on soit femme, le désir il est le même. Mais c'est exactement ça qu'elle a voulu raconter, parce que c'est comme ça que qu'elle a pris un peu la discussion avec Jacob Hunt, qui est un peu le point initial de Goodman. C'est cette discussion en fait entre Jacob et son grand frère qui a interpellé Marie Castille en se disant je me pensais déconstruite, mais en fait je me rends compte que cette conversation elle est en train de déconstruire encore plus chez moi sur la parentalité et sur ce désir d'enfant qui au final n'a pas de genre en effet. Qu'est-ce que père, qu'est-ce que mère, si ce n'est des rôles sociaux et sociétaux qu'on a créés dans cette société blanche, parce que en France c'est comme ça, mais on va dans, je sais pas, au fin fond de l'Amazonie, je suis pas sûr que les rôles de père et de mère soient constitués de la même façon. Et on se rend compte que oui, c'est juste un rôle social, sociétal, et que si on fait péter les codes, il reste quoi ? Juste l'amour et le désir d'enfant. Et c'est ça qu'elle a voulu raconter. Et qu'elle a très bien raconté. Mais c'est vrai que ça pose question, évidemment, puisque on sent bien qu'au sein de cette famille, il y a eu l'acceptation de la transition, donc de cette volonté de Benjamin de devenir homme, et que c'est pas une volonté. Ouais, pardon. Non, mais c'est très bien que tu dises, tu t'exprimes, parce que moi, je ne vais pas avoir les mots, sans doute, et c'est pour ça qu'il faut que tu... Benjamin, il a toujours été homme, il s'est toujours senti homme. Oui, mais aux yeux des autres, enfin, je veux dire, physiquement, tu sais, c'est l'image, le renvoi. On en revient aux codes sociaux et sociétaux de la société. Oui. Parce que du coup, les hommes trans qui ne font pas de transition hormono-chirurgicale, ça veut dire qu'ils sont moins des hommes. Non, ils ont toujours été des hommes eux aussi, et c'est important de le souligner qu'on ne devient pas. Moi, ce que je dis, c'est que je suis né comme tous les autres petits garçons, c'est juste que j'ai bataillé plus fort pour devenir un homme. Eux, ça a été acquis. Moi, j'ai dû me battre. Et je suis content de m'être battu. Ouais, non, mais c'est important de le dire. Il n'est pas devenu un homme.
Il était. Il l'a toujours été. Il a toujours été. Tu as raison de le préciser. Mais c'est, encore une fois, vis-à-vis de la famille, ce choix de porter cet enfant, c'est là où ça pose le... Enfin, c'est là où il y a eu un moment, une incompréhension de la part de la famille. Alors, c'est le père, en fait, Vincent de Dienne, j'ai un doute. C'est le frère. C'est le frère, voilà, le frère de Benjamin, qui lui fait... Enfin, cette scène, elle est aussi importante dans le film, parce que c'est là où, subitement, il y a cette incompréhension dans le choix qui est fait. En fait, il comprend pas que c'est pas un choix. Il n'a pas le choix, Benjamin non plus. Sa femme ne peut pas, ils veulent un enfant. Donc quoi, en fait, c'est le choix de renoncer à la parentalité alors que c'est viscéral chez eux. Ou faire le choix de la parentalité, pour moi, c'est pas un choix. C'est comme vivre ou mourir, c'est pas vraiment un choix. Donc c'est pour ça que c'est important de le souligner. Mais clairement, dans la tête d'Antoine, donc le grand frère de Benjamin, c'en est un. Et c'est pour ça que cette scène est très importante pour justement montrer que la parentalité n'a pas de genre et que ce que Benjamin veut, c'est ni plus ni moins que ce que son frère a en fait, une famille. Et si, pour avoir une famille, il faut le porter, soit, c'est pas un problème. Regardez, il y a bien des milliers de femmes qui, pour avoir une famille, il faut que je porte notre enfant, donc je vais le faire. Pourquoi Benjamin le ferait pas en fait? Oui. Mais c'est tout ce fond-là que pose très bien le film de Marie Castille, je trouve. Et forcément, on est... voilà, quand on n'est pas spécialement... qu'on ne connaît pas vraiment le milieu ou le rapport qu'on peut avoir comme ça. Enfin, moi, je trouve que cette question du genre et de balayer un peu tout ça, se dire que c'est un homme, que c'est une femme, que... Enfin, on s'en fout. C'est vrai que l'important, c'est être soi et assumer ce qu'on a envie d'être et que ça ne doit pas poser de problème ni aux autres, ni à la société. Mais on a encore du chemin, je sais pas, ou qu'est-ce que tu en penses, toi? Clairement, il y a du chemin, mais je vois aussi que ma transition, je l'ai commencée il y a 11 ans et qu'il y a 11 ans, c'était pas comme ça, loin de là. Et qu'il y a encore 20 ans, c'était même encore pire. Et que je vois quand même, ne serait-ce que là, ces 4 dernières années, on a fait un bond en termes de visibilité et en termes de... Voilà, oui, de visibilité. C'est ça qui fait que je pense que ça banalise un peu. Et banaliser, c'est un peu ne plus en parler. Et tout le monde va bien et tout le monde vit ensemble sans se poser de questions. Mais on n'y est pas encore, clairement. Mais je pense qu'on n'y a jamais été aussi près, en tout cas. Il y a beaucoup de films, depuis 2-3 ans, qui abordent, qui parlent de la transidentité. Et c'est très bien parce que le cinéma, c'est un formidable vecteur pour faire réfléchir et pour éduquer, pour sensibiliser. Et c'est vrai que tant mieux. Voir un personnage incarné, une histoire incarnée, ça change beaucoup la donne. Ça, je l'ai même perçu dans mon propre vécu. Où, par exemple, on a présenté le film fin juin à Lyon. J'ai retrouvé un ami, acteur, qui venait de Paris spécialement pour voir le film. Et à midi, je lui dis j'ai eu mes papiers, je venais de les avoir vraiment une semaine avant, quoi. Il me dit cool, trop bien et tout. Voilà. Il a vu le film le soir. Il est venu vers moi en pleurant, en s'excusant platement de n'avoir pas vu à quel point c'était important en fait. Et c'est grâce à la scène de Benjamin qui reçoit ses papiers qu'il a compris. Et c'est là où je le savais que le cinéma avait ce pouvoir d'identification même quand les vécus sont loin des nôtres. Mais à ce point-là, pour le vivre dans mon propre vécu, je pensais pas. Et clairement, l'incarnation, ça change tout. La fiction, elle a un pouvoir. Pour moi, c'est le cinéma qui peut changer le monde. Dans le sens où c'est un art qui cumule tous les autres, en fait. T'as l'art de la photographie, de l'image, de la musique, de la dramaturgie, un peu tout, en fait. Et c'est tellement fort, parce que ça mélange tellement tous les arts que il se passe un truc, même quand les vécus sont loin des nôtres, qui font que, je sais pas, moi je sortais d'Harry Potter, je me prenais pour un magicien, hein. Pourtant le vécu est très très loin. J'étais un sorcier. Clair, on a tous comme ça des rôles qui nous ont marqués ou des films qui nous marquent et dans lesquels on se projette. On s'identifie pas peut-être forcément, mais dans lesquels on peut se projeter. Même clairement, oui. Ce que j'aime beaucoup dans le film aussi, c'est le lieu, c'est cette île-là. Ouais. L'île de Groix.
Et là, on est dans une espèce de cocon quand même. Enfin, les personnages, ils sont installés là pour voilà, s'éloigner, se protéger et vivre leur amour, leur vie tranquillement. Et c'est vrai que c'est un lieu magnifique. Tu as un souvenir particulier du tournage là-bas? Tout le tournage, en fait. Tournage. Vraiment, clairement, c'est une île magique. Moi, je rêvais de Bretagne depuis tout petit, donc ce film a quand même réalisé deux de mes rêves, la Bretagne et un long métrage. Je peux vous raconter ma première journée de tournage qui était clairement éreintante, mais magique, où il n'y a pas un instant où je n'avais pas des étoiles dans les yeux. Mon deuxième jour, qui était un jour de relâche, et où j'ai pu visiter l'île, où j'ai pleuré quand je suis arrivé sur la côte ouest, tellement que c'était magnifique. Et les gens que ce soit les Groisillons ou l'équipe du film, qui m'ont reçu avec une immense bienveillance. Je pouvais pas rêver mieux en fait pour commencer, je pense, un long métrage. C'était vraiment... oui, c'est ça. L'île de Groix, c'est clairement un cocon dans l'histoire, mais c'est clairement un cocon tout court. On s'y sent safe, on s'y sent bien, et c'est vraiment une île particulière que je conseille à tous. Il y a des ondes là-bas qui sont assez folles, je pense, à vivre. Mais je pense que c'était un très bon choix de lieu de tournage, clairement. Oui. Ah, mais ça, on l'a dans le film particulièrement, c'est vrai. Est-ce que tu as envie d'écrire? Est-ce que tu te vois faire du cinéma, mais est-ce que tu as envie de passer un peu derrière la caméra aussi? Ou est-ce que c'est trop tôt? Ou est-ce que ce tournage-là t'a donné envie? J'avais envie avant. Ouais. Matrix m'a donné envie d'écrire des films dès mes 12 ans. Ouais, mon premier scénario, je l'ai écrit, j'avais 12 ans. J'avais gagné un prix, un petit sac à dos et tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, oui, clairement, c'est trop tôt. Ouais. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais oui, clairement, un jour, j'aimerais réaliser d'abord du documentaire, je pense, parce que je pense que c'est intéressant de commencer par là. Ah oui. Et ensuite... Pourquoi c'est intéressant de commencer par là? Il n'y a pas la direction d'acteur. Ah, tu sais, des fois, c'est très écrit oui, c'est très écrit. Et mis en scène. Oui, mais ça reste pas des acteurs et c'est pas pareil. Ouais. Et la fiction aussi, il y a plus de prise de risque que dans un documentaire où tu ne fais que raconter un point de vue à partir de protagonistes, en fait, de vraies personnes de la vie. De rencontres, ouais. Et j'ai clairement, de toute façon, des sujets que j'aimerais beaucoup aborder en documentaire. Donc j'ai déjà quelques idées, mais ça sera pas pour tout de suite. Et en fiction aussi, j'ai déjà quelques idées, mais ça sera pas pour tout de suite non plus. Je pense que je suis du genre à faire confiance à l'univers. Si je vous raconte ma vie et que je vous dis d'où je viens et où je suis aujourd'hui, on a du mal à y croire. Et pourtant, donc l'univers m'apporte tout ce dont j'ai toujours rêvé, donc je le laisse faire et je sais qu'un jour je serai réalisateur. Je ne sais pas quand, mais je le serai un jour. Oh, c'est chouette ça, comme état d'esprit. Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose pour finir un peu cet entretien, cette entrevue? Qu'est-ce que tu voudrais parler de cinéma, que même si on a réouvert nos salles, le cinéma, il se meurt, on va pas se mentir. Hein. Même les gros films font très très peu d'entrées. Parce que il y a pas tout le monde qui est vacciné, même les personnes vaccinées ont peur de retourner au cinéma, mais il y a aussi les aficionados qui ont perdu l'habitude pendant ces 7 mois de fermeture, et c'est normal. Mais justement, c'est à toutes ces personnes-là que je m'adresse en disant que si personne ne vient, le cinéma il finira par disparaître et on se finira que sur du Netflix ou du Amazon. Alors, c'est ça, le cinéma va peut-être pas disparaître, mais c'est le support sur lequel on va aller voir les c'est films. Pas du cinéma. Ah non, le cinéma c'est dans les salles obscures. Ouais, oui, bien sûr. Mais... Pour moi, c'est que ça le cinéma. Ça, c'est des films qu'on regarde sur Netflix. Le cinéma, c'est en salle obscure. C'est pas pareil. Et clairement, par exemple, un film comme A Good Man, t'auras pas la même réception, toi, face à ta télé, que toi face ça, j'en suis bien convaincue, à l'écran. Et même tout à l'heure, la dame qui m'a accompagné ici m'a si justement dit mais c'est aussi les gens dans la salle. On ne regarde pas le film pareil, et c'est vrai qu'il y a des scènes où, chez moi, je parle pas de Goodman, mais d'autres films, où je rigolerais pas. Par contre, t'es dans une salle pleine, et tu te laisses dans l'euphorie. Ouais, bien sûr. Et c'est ça que j'ai peur de perdre. C'est cette magie de la salle obscure, le petit frisson que j'ai quand je voyais
la petite musique et le petit pictogramme du GC qui se formait. Mais rien que d'y penser, j'ai encore ces frissons. C'est toute mon enfance, c'est toute ma vie. Et ça me ferait chier de plus le vivre, quoi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah voilà, faut parler au public, parce que le public, on a besoin de lui, et qu'il faut qu'il retourne en salle, quoi. Et clairement, faut que le cinéma vive. C'est un autre pilier de la culture, enfin c'est le pilier de la culture française pour moi. Le cinéma est né ici, ne l'oublions pas. À Lyon. Et soyons... Ah oui, rue du premier film, je connais bien, l'Institut Lumière. Ouais. Et clairement, c'est quelque chose qu'on doit défendre, et on doit se battre pour que le cinéma continue à exister aussi dans les salles obscures. En même temps que Netflix, moi je suis pas contre, c'est juste que c'est une offre différente. Et pour moi, j'ai envie d'avoir les deux, en fait, que tout cohabite. Et pour ça, on a besoin de nous. Exactement. On a besoin des spectateurs, et puis on a besoin que les distributeurs, les exploitants peut-être se posent un peu et voient comment réagir face aux plateformes qui existent, qu'on ne doit pas évidemment écarter. Il faut vivre avec, mais il faut savoir ce qu'on peut donner comme plus-value dans les salles de cinéma aussi, et pourquoi les gens viendraient voir un film en salle. Pas que pour l'écran et le... Oui, bien sûr. Son, bien sûr. La salle. Mais des fois, tu sais, ça suffit pas. En tout cas, c'est un joli message que tu nous livres là. Merci beaucoup de ta venue à Aubenas et sur Fréquence 7, et puis au cinéma Le Navire et au Bourneau. Donc c'est pour la rencontre avec toi. Merci. Merci à beaucoup. vous.